Merci. Merci à tous et bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux dans ce groupe de travail santé mentale donc, qui est organisé par l'UNCAS. Alors juste pour rappel, on a constitué à l'UNCAS en fait ce groupe de travail sur la santé mentale dans le but de fournir des outils concrets au CCS et au CIAS pour que vous puissiez en fait développer sur vos territoires une politique locale en faveur de la santé mentale. C'est un groupe de travail donc, qui se constitue de plusieurs séances. En fait, on a déjà tenu 4 séances dans le cadre de ce groupe de travail et chacune des séances a porté sur une thématique différente, toujours en lien avec la santé mentale. Alors, en parallèle de ce groupe de travail, on a entrepris aussi à l'UNCAS la rédaction d'un guide spécialement conçu pour les CCS, les CIAS et les communes. Et c'est un guide en fait que vous pouvez retrouver sous version papier ou version numérique qui reprend chacune des thématiques qu'on aborde dans le cadre de ce groupe de travail. C'est un guide qui propose des outils pratiques pour que vous puissiez déployer sur votre territoire une politique de santé mentale adaptée aux besoins que vous rencontrez sur votre territoire. C'est un guide donc, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'UNCAS, dans votre espace adhérent, si vous êtes adhérent à l'UNCAS, dans une rubrique santé mentale qui est présente sur le site internet. Mais à la fin du groupe de travail, je vous enverrai aussi les versions PDF du guide qu'on a déjà pu publier. C'est un guide qui sera constitué de 5 parties. Pour le moment, on a publié seulement 3 parties. Pour vous dire un petit peu sur quoi porte chacune de ces parties, la première partie, elle permet tout simplement de dresser un état des lieux des dispositifs et des outils de coopération qui sont présents sur les territoires dans le champ de la santé mentale. La seconde partie de ce guide, elle porte sur les acteurs présents sur les territoires dans le champ de la santé mentale. On avait pu faire notamment un focus dans ce guide sur les équipes mobiles psychiatrie précarité. On avait pu aussi parler de tous les dispositifs qui concernaient les jeunes, dont les points d'accueil écoute jeunes, les espaces santé jeunes. Le troisième volet de ce guide, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur nos réseaux sociaux ou pareil sur notre site internet. Il a été spécialement dédié à la santé mentale chez les jeunes. On vient de le publier récemment. Et le quatrième volet de Oui. ce guide, Ah non. pardon. Et le quatrième volet de ce guide, il fera écho du coup à ce groupe de travail qu'on tient aujourd'hui. Et il portera donc sur l'accueil par les agents des CCS des publics qui présentent des problématiques psychiques. Et c'est donc le thème du groupe de travail qu'on va tenir aujourd'hui. Alors, je vais vous diffuser un petit diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. 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 Ok, parfait. Excusez-moi, il y a un problème. Nous, on n'a pas du tout de partage d'écran. Vous voyez pas? Non. Et les autres, vous voyez? Moi, je vois bien. Ouais. Aucun Oui, problème de mon côté. pas de souci non plus. Moi non plus. Ben, je suis désolée. Je pense que ça doit venir peut-être de votre ordinateur. Ah, Mm. Mais de toute façon, je vous enverrai le diaporama à la fin. d'accord. Pas de souci. Alors, juste, je voulais vous faire un rapide retour avant de laisser la parole à Madame Cécile Binard. Je voulais vous faire un rapide retour en fait de l'enquête santé mentale que vous avez peut-être vu défiler pareil sur notre site internet. C'est une enquête santé mentale qu'on a lancée auprès des CCS et des CIAS au cours de l'été 2024. C'est une enquête donc, qui était constituée de plusieurs questions et on a eu énormément de réponses, ça a eu beaucoup de succès. Et grâce à cette enquête, donc, les agents des CCS ont pu nous faire remonter donc, qu'ils avaient un besoin vraiment de formation pour accompagner les publics qui présentent des problématiques psychiques.
Les agents ont aussi exprimé à travers ces enquêtes le souhait d'évoluer dans un environnement plus sécurisé face des fois aux potentielles agressions qu'ils peuvent subir de la part de certains usagers. Et ils nous ont fait aussi remonter le souhait de pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique en cas de rencontre de situations complexes auprès de bénéficiaires. Grâce à cette enquête aussi, on a pu avoir des chiffres quand même assez clairs sur les formations premiers secours en santé mentale. Donc, il est ressorti de cette enquête que seuls 29% des agents ont pu être formés aux premiers secours en santé mentale, mais on voit que sur les agents formés, en fait, la formation a beaucoup de succès parce que 92% des agents nous ont répondu que cette formation correspondait à leurs besoins pour repérer et gérer donc, les troubles psychiques des usagers. Alors, pour justement faire écho à ces chiffres, je vais laisser la parole donc, à Madame Cécile Binard, qui va vous parler justement de la formation premier secours en santé mentale. Donc, elle anime sur son territoire, donc sur la ville d'Antony. Donc, Madame Binard, je vous laisse la parole, si vous êtes avec nous. Oui, oui, bonjour. Bonjour à Oui, tous. Vous m'entendez? on vous Oui, entend bien. oui. Merci. Je vais commencer par un chiffre, 174 940. C'est le nombre de secouristes aujourd'hui en France. C'est pour vous donner un peu une idée, et on est 7 millions dans le monde. Alors, être secouriste en santé mentale, c'est évidemment apprendre à réagir face à une détresse psychique et entrer en relation avec les personnes concernées. Ça signifie reconnaître que la santé mentale est vraiment l'affaire de tous et diffuser une culture de la santé mentale. C'est une formation qui est vraiment citoyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a aucun prérequis, sans prérequis. Tout le monde peut faire cette formation en premier secours en santé mentale, avec un contenu qui est vraiment uniforme pour tous et qui permet de constituer vraiment un socle commun de connaissances. Nous, on l'a mis en place sur la ville d'Antony pour répondre à une question auquel on a souvent du mal à avoir une information claire. C'est qu'est-ce que je fais face à une personne qui a un problème de santé mentale? Souvent, les partenaires nous disent, ou même les personnes nous disent, je ne sais pas quoi faire. Et si on creuse sur qu'est-ce que ça veut dire santé mentale, on a beaucoup de difficultés à avoir une définition commune. Donc, cette formation, elle répond quand même beaucoup à ça. Ça permet d'avoir un socle commun de connaissances. Quel est le contenu de cette formation? Cette formation, c'est une formation qui dure 14 heures. Elle permet de remettre en question ses représentations sur la santé mentale, d'apprendre à rentrer en relation avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou en crise, et de renforcer l'aide apportée à ces personnes. Quand je parle de représentation, je crois que c'est la slide après. Quand je parle de représentation, effectivement, il y a un J'ai focus. un petit souci pour passer les slides. Je ne sais pas Pas pourquoi ça. grave. Vous voyez pas, je vais essayer de Non, régler le on ne voit pas problème. celle d'après, mais c'est pas grave. Quand, quand je parle de remettre en question ces représentations, c'est important parce que les représentations, on est tous baignés malheureusement dans des représentations qui sont plutôt négatives face à la psychiatrie et à la santé mentale. Et donc, c'est important de réfléchir pendant cette formation à justement qu'est-ce que ça veut dire pour nous ces représentations. Et quand je parle de renforcer l'aide apportée à ces personnes, on va vraiment, pendant la formation, trouver des outils et on va apprendre à découvrir des outils utiles pour répondre à des problématiques de crise ou de gens qui sont concernés par un trouble psychique. Ça va être 16 stagiaires, ces 16 stagiaires qui recevront un plan d'action pour répondre aux situations de problèmes mentaux. Et c'est une approche qui est vraiment basée sur des données probantes et de nombreuses études d'évaluation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses fleurir sur la santé mentale. Donc là, cette formation-là, en tout cas, elle a un contenu qui est évalué. Les formateurs, ils sont accrédités par PSSM France. Ça veut dire que c'est des formateurs qui ont été d'abord secouristes, puis ont passé un certain nombre d'examens pour voir s'ils étaient en capacité d'être formateurs, et ont fait une formation d'une semaine, puis ont été en double sur des formations pour être accrédités PSSM France. Chaque partie de la formation suit en fait une même approche. On va identifier les signes
et les symptômes, savoir comment intervenir en situation de crise et intervenir quand on n'est pas dans une situation de crise. Alors, ça couvre évidemment plusieurs problématiques en santé mentale, la dépression, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances. Quand je disais tout à l'heure que ça renforçait l'aide et ça donnait des outils, on est sur un plan qui s'appelle AERE, A-E-R-E-R, A pour approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. Donc c'est vrai que c'est important de se poser la question ensemble de comment je vais pouvoir approcher une personne. C'est pas si simple, donc d'y réfléchir en fonction de la situation, c'est important. Écouter activement et sans jugement. Écouter activement et sans jugement, ça demande aussi d'y réfléchir, de savoir comment on peut écouter une personne et surtout éviter notre jugement. Réconforter et informer, donc avoir de l'information. On n'est pas forcément formé sur tout ce qui concerne la santé mentale, donc ça nous demande de nous former aussi pour pouvoir donner des informations aux personnes qui peuvent être concernées par un trouble. Encourager à aller vers les professionnels. Alors, c'est une formation citoyenne, donc quand c'est une formation citoyenne, ça veut dire que c'est un certain nombre de gens qui n'ont aucune notion du parcours de soins. En tout cas, ils peuvent avoir une notion du parcours de soins en santé somatique, si on peut dire, mais savoir comment fonctionne la santé sur le secteur psychiatrique, ça demande à connaître un peu le mode de fonctionnement du secteur en psychiatrie. Et pour finir, le dernier R, c'est renseigner sur les autres ressources disponibles. C'est là où c'est intéressant d'avoir aussi la notion que ce n'est pas seulement le soin qui est important, mais aussi tout le maillage qui est autour d'une personne. Et c'est là où nous, les collectivités, les CCAS, on a un rôle à jouer évidemment aussi sur ce plan-là. Quand je parlais de plusieurs problématiques en santé mentale, notamment la dépression, on fait vraiment un focus sur les idées suicidaires, qui est un sujet d'actualité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a le nombre de personnes qui sont impactées par des intentions suicidaires ou qui ont envie qui ont envie de passer à l'acte sont importantes. Et faire ce focus-là, il est forcément nécessaire et il permet d'avoir des éléments importants pour accompagner une personne. La méthodologie de cette formation, elle inclut un travail sur les représentations avec des données chiffrées, des apports théoriques, ainsi que des mises en situation, des exercices pratiques et des analyses de séquences vidéo. On voit un certain nombre de vidéos sur des personnes concernées par un trouble et on comprend à travers leurs témoignages un peu ce qu'elles ont besoin comme écoute en face par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Notamment sur les mises en situation, on pourrait voir par exemple qu'est-ce qu'on fait quand une personne qui est en face de nous fait une crise de panique, ce qui arrive, peut arriver assez souvent. Mais qu'est-ce que je fais moi en tant que secouriste ou en tant qu'agent d'accueil si je suis face à une personne qui est dans cette situation-là? Ou un focus sur quelle attitude avoir par rapport à un événement traumatique. On voit qu'en ce moment, malheureusement, dans la situation actuelle, on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont liés à des situations de traumatisme. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour accompagner une personne qui est dans cette situation-là? Chaque stagiaire va avoir un manuel qui est très complet et qui permet d'avoir un outil d'accompagnement pour les secouristes. Parce qu'une formation, c'est bien, mais parfois on peut oublier. On l'a toujours avec soi. Et ce manuel, il va recouvrir tout ce qu'on va voir, mais y compris d'autres situations qu'on ne détaille pas forcément dans la formation. Et il permet aussi d'avoir pas mal de ressources sur les autres ressources disponibles. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à une personne qui est face à une certaine situation? Quels sont les outils d'auto-aide, qui sont des outils qui peuvent être utilisés? Et dans ce manuel, on a un nombre de références par chaque chapitre sur des choses qui sont référencées et qui sont utilisables par une personne. Quelle est notre originalité, nous, à la démarche sur la ville d'Antony? C'est qu'en fait, on l'a fait sur la ville en imaginant que c'était un exercice où on venait à cette formation en tant que citoyen, donc pas au nom d'un service ou d'une responsabilité, mais dans l'esprit d'une connaissance partagée et acquise ensemble. Cela suppose que je ne viens pas en tant que Cécile Vinard, responsable de la promotion de la santé de la ville d'Antony, mais Cécile, et que je peux être en formation avec aussi bien
un DGS que une ATSEM, un agent municipal qui travaille à l'accueil, un agent des cimetières ou la police municipale, mais que ce n'est pas notre fonction qu'on met en avant, mais qu'on réfléchit ensemble à avoir une réflexion commune. Et ça permet des échanges entre secouristes qui rassurent, parce que finalement, on se rend compte qu'on a tous un peu les mêmes idées et les mêmes représentations sur la santé mentale, et qui encouragent à changer notre perception, parce que du coup, on se retrouve avec des collègues qui potentiellement travaillent autour de nous sur la ville et qui donc vont nous aider à pouvoir avoir aussi des ressources si jamais on a besoin d'un coup de main pour réfléchir à une situation. Aujourd'hui, nous, la collectivité, elle s'entoure de partenaires, hein, parce que c'est non seulement des agents de la collectivité qui ont été formés, mais aussi des élus, aussi des associations du quartier prioritaire ou autres qui ont pu être formés, et ça permet d'avoir des partenaires qui partagent une base de connaissances Merci, Bruno. et un langage commun. Aujourd'hui, on est 170 secouristes sur la ville. Sur les retours, en fait, après la formation, parce que c'est intéressant de savoir quels étaient les retours, j'ai fait un questionnaire sur les retours pour avoir quels étaient les retours des secouristes, quelles étaient leurs attentes. Alors, les attentes des secouristes, elles sont vraiment en 5 dimensions. Je pense que c'était une slide après ou pas, je ne sais plus. C'était donc acquérir des connaissances sur les troubles psychiques, c'est-à-dire sur la dépression, la santé mentale. Pour beaucoup, c'est une découverte, hein, car on n'a jamais eu de formation sur ces sujets. Très peu de gens ont finalement, dans leur cursus, ça va peut-être évoluer, mais ont eu des formations sur ce sujet-là, même pour les professionnels de santé. Apporter un secours en situation de crise, découvrir quels sont les premiers soins qu'on peut faire, savoir comment on va réagir et reconnaître quand une personne a besoin d'une aide urgente. C'est ce qu'on apprend au début de chaque chapitre. Une fois qu'on voit un chapitre, on essaye de comprendre ensemble en tant que secouriste, est-ce que cette situation, je l'évalue comme une situation de crise et qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire derrière, ou est-ce que c'est une situation qui n'est pas une situation de crise et l'attitude va être un peu différente. Orienter et répondre aux usagers avec des outils adaptés. Ça, c'est important d'apporter une réponse et de pouvoir les orienter. Savoir réconforter et apprendre quelle attitude adopter, comment en parler et comment réagir. C'est un focus qui est important, c'est-à-dire que la façon dont on va parler à une personne qui est concernée par un trouble psychique, elle est importante dans les mots, parce que souvent ils ont été stigmatisés, ils ont peur d'être mis à l'écart. Donc la façon dont le secouriste va pouvoir parler à cette personne-là et les mots qu'il va choisir, alors on est humain, hein, on apprend, mais les secouristes apprennent un certain nombre de choses sur la façon dont on peut parler à une personne concernée par un trouble psychique. Et changer les représentations autour des troubles psychiques qui sont souvent stigmatisés. Et c'est important de savoir d'avoir pris cette connaissance que c'est stigmatisé et stigmatisant. On entend beaucoup, hein, dans la presse. Si on porte attention, on entend souvent des gens qui disent mais un tel, il est schizophrène. Non, il n'est pas schizophrène. Être schizophrène, c'est une souffrance, c'est un diagnostic qui est porté pour une personne qui a une problématique. On n'est pas schizophrène parce qu'on a une déclaration politique ou autre qui n'est pas peut-être adaptée ou comprise par la population. Est-ce que la formation, elle a répondu aux attentes? Alors ça, c'était unanimement. Les secouristes ont répondu positivement. Je n'ai pas eu pour le moment de personnes qui m'ont dit que la formation ne répondait pas aux attentes. Et la question qu'on avait faite, puisque c'est intéressant pour accueillir une personne, c'est de se dire, finalement, à la suite de cette formation, est-ce que le secouriste peut partager un exemple de changement dans sa perception de la santé mentale? Est-ce que ça a modifié son approche? Et là, je vous partage quelques exemples qui m'ont été donnés par les secouristes, parce qu'ils ont appris, par exemple, qu'il fallait poser la question des intentions suicidaires et comment réagir si une personne dit qu'elle a des intentions suicidaires. Une personne atteinte de troubles psychiques n'est pas violente. Et le secouriste dit que du coup, il est moins inquiet dans des situations inhabituelles où il aurait eu peur auparavant. Elle a appris aussi que la personne vivait vraiment avec ce qu'elle ressentait comme trouble. On a d'autres réactions. Je vais changer ma façon de parler à une personne souffrante, mieux comprendre, change mes représentations et me donne des clés pour répondre.
Beaucoup de préjugés ont été brisés. J'ai acquis des connaissances sur les troubles anxieux, différentes de ce que je connaissais. Le vocabulaire est très stigmatisant, donc elles ont repéré que le vocabulaire était très stigmatisant. Le soin n'est pas seulement l'affaire des médecins, c'est intéressant de le comprendre. Et je remplace aujourd'hui la peur et l'incompréhension par l'écoute et l'attention. Vous voyez qu'il y a quand même des changements d'attitude qui sont importants. La formation, elle répond vraiment aux attentes et elle fournit des outils pour devenir secouriste en santé mentale et aussi ambassadeur de la déstigmatisation de la psychiatrie. Et donc, évidemment, elle participe vraiment à changer la perception et les idées reçues sur le sujet, encore très présentes. On m'avait demandé, Madame Cluzel m'avait demandé quel est l'impact de cette formation sur les agents qui sont à l'accueil, à savoir quelles étaient les pistes de réflexion pour un agent d'accueil du CCAS. On en avait discuté ensemble. Et donc, j'ai relevé un certain nombre de points qui peuvent être intéressants pour échanger entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet, cette formation, une compréhension des troubles psychiques. Et c'est essentiel de reconnaître qu'une personne qui souffre de troubles psychiques ne le fait pas exprès. Et ça change pour une personne qui est à l'accueil de savoir que quand une personne vient et que c'est compliqué, l'accueil est compliqué pour X ou Y raison, d'avoir bien conscience que c'est pas pour nous embêter qu'elle fait ça, elle ne le fait pas exprès, elle vit vraiment une situation compliquée. Et ce qu'elle est en train d'endurer, c'est une souffrance réelle. Et ce qu'elle décrit de son vécu, il est vraiment authentique. C'est parce qu'on peut avoir des gens qui nous disent des choses qui nous paraissent complètement irréelles. Comment on répond à ça? Ça arrive, hein. Je sais que ça nous est arrivé à un certain nombre de personnes de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous dit un truc qui nous paraît incroyable. Donc, comment je vais réagir? Et du coup, la formation aide à ça pour comment on peut réagir face à des situations qui nous paraissent irréelles. Une autre piste de réflexion, c'était l'écoute active et sans jugement. Bien que c'est difficile, hein, ça puisse être difficile, écouter activement et sans jugement, c'est une ressource qui est précieuse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à notre façon d'écouter. On a toujours tendance, hein, nous, en tant que professionnels de santé ou médico-social, de ne pas écouter jusqu'à la fin qu'une personne nous parle et d'avoir tout de suite une réponse à lui donner. Donc, se mettre en retrait et de se dire j'écoute jusqu'au bout, activement et sans jugement, même si le jugement, il existe, hein, c'est une réalité, on est tous à juger et c'est normal, mais de savoir qu'on a un jugement et qu'on le met de côté pour écouter vraiment, ça c'est important. Et notamment dans l'écoute active, c'est vrai qu'on a tendance à poser une question et une personne qui est concernée par un trouble psychique peut prendre du temps avant de répondre parce que c'est compliqué, parce que si jamais elle entend des voix, c'est compliqué pour elle de répondre. Et nous, on n'aime pas les blancs. Souvent, on est à l'accueil, on a envie on dit, je vais lui poser une autre question, voilà. Donc, l'idée de se dire comment moi, je peux écouter de façon différente et de laisser du temps pour que la personne puisse me répondre. Donc, ça, c'est un élément qui a donné une force aux personnes qui étaient dans une situation d'accueil. Accompagnement des personnes, accompagner une personne, ça demande du temps et de la persévérance. Et donc, c'est important de se dire que on va peut-être pas pouvoir répondre immédiatement, tout de suite, là, maintenant, mais qu'on est là et qu'on va accompagner cette personne pour éventuellement trouver un rendez-vous, mais que de toute façon, même le rendez-vous, ça va pas être unique, enfin, ça va pas être uniquement ça, l'accompagnement, ça va être bien d'autres choses et que le soin, il se trouve aussi par rapport à la communauté et avoir des gens repères, quoi. Il y avait un autre point qui était important, c'est l'authenticité des demandes. Les demandes des secouristes, elles sont formulées différemment aujourd'hui parce que du coup, comme vous savez, donc moi je suis formatrice PSSM et donc je connais tous les secouristes de la ville et du coup certains m'appellent pour me demander des conseils sur telle ou telle situation, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider une personne à aller vers le soin ou aller vers d'autres ressources. Et je sens bien que la façon dont on parle de cette personne-là, elle est différente d'avant. On a augmenté notre capacité de mieux comprendre qui était en face de nous. Et je me rends compte parce que parfois, il y a d'autres collectivités qui ont pu m'appeler pour me dire, pour me demander conseil parce que la personne, elle vivait sur Antony. Et j'avais pas de réponse à certaines questions. C'est-à-dire que les questions n'avaient pas été demandées et on ne savait pas assez de choses pour pouvoir l'aider jusqu'au bout. L'intégration dans la communauté, donc ça c'est important
pour les agents de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls, hein, que la personne, elle s'inscrit dans la collectivité et sur le territoire, et que cette formation, elle est portée par le conseil local en santé mentale, dont je suis la coordinatrice, et que du coup, elle est portée par tous les partenaires aussi, quoi. Donc, c'est important. L'agent au CCAS n'est pas tout seul à porter cette situation-là. On est aussi là avec elle, et ça, je pense que ça lui donne plus de facilité de pouvoir répondre. Et le dernier point, évidemment, la solidarité, hein, on n'est pas seul, on est un groupe, on fait partie d'un groupe de secouristes et on peut s'aider les uns les autres. Et du coup, ça peut aussi participer à une forme de sécurité dont vous parliez tout à l'heure. Je n'avais pas pensé à dire ça. En préparant, mais de se dire qu'on n'est pas tout seul et que du coup, on peut se retrouver à s'aider les uns les autres si jamais on est dans une situation qui est compliquée. Vous voyez, je suis plutôt convaincue, hein, de cette formation. Et je terminerai par dire deux choses importantes qui sont des témoignages de secouristes. C'est-à-dire que l'intervention d'un secouriste, bah, c'est important parce que ça peut sauver des vies. Alors, je ne sais pas pourquoi vous mettiez ça, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, l'intervention d'un secouriste peut sauver des vies et faire une réelle différence. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, si un secouriste est en capacité de repérer qu'une personne ne va pas bien, qu'elle est en situation de crise, bah, ça fait une vraie différence avec quelqu'un qui n'a pas cette formation-là et qui ne sait pas trop comment faire. Et comprendre que les troubles de santé mentale sont des maladies à part entière et qu'elles peuvent être traitées comme telles, et qu'en plus, c'est important de dire à chaque personne que c'est possible de se rétablir d'un trouble psychique, on ne le dit pas assez. On parle beaucoup d'autres maladies sur lesquelles on peut avoir des rémissions ou des guérisons. On parle très peu que quand on est atteint d'un trouble psychique, on peut se rétablir et on peut avoir une vie tout à fait acceptable. Et ça, c'est important parce que comment aller vers le soin s'il n'y a pas d'issue? De dire à une personne que bah, si, l'espoir de guérir, elle est possible. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui font des témoignages aujourd'hui et c'est important. Il y a des pères aidants, il y a des gens qui ont été concernés par un trouble psychique et qui maintenant travaillent pour aider d'autres personnes. Donc, faire passer cet espoir, et cet espoir, il passe aussi dans cette formation de pouvoir donner des vraies informations à une personne qui viendra nous poser des questions ou qui nous montrera qu'elle va pas bien et qu'elle est en souffrance. Voilà, voilà, voilà. J'espère que j'ai donné un petit aperçu de cette formation et des avantages que ça peut avoir. Et éventuellement, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Madame Binard. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a le temps justement pour échanger. Enfin, profitez-en, vous avez une personne qui est secouriste en santé mentale, donc n'hésitez pas à lui poser les questions que vous avez en tête ou voir sur le chat si vous voulez pas prendre la parole aussi. Personne ne veut se lancer. Si, moi, je sais pas si tout le monde m'entend. Oui, on vous entend bien. Voilà, Valérie Stas de l'UDCCS du Nord. J'ai eu de très bons échos également, hein, de la formation de secouriste en santé mentale de la part d'adhérents qui l'avaient suivi. Et ma question portait sur le coût et les modalités de prise en charge ou pas par le SNFPT, parce que bon, c'est un organisme spécifique. Moi, on m'avait transmis des coûts de 250 euros en individuel ou 3 000 euros pour un groupe de 16 personnes. Mais voilà, comme on parle de aussi formation citoyenne, enfin voilà, ma question, c'était aussi si un CCS ou une ville veut mettre ça en place, comme on l'a dit, pour ses équipes, est-ce que c'est bien ces coûts-là qu'on m'a transmis et est-ce qu'il y a des possibilités ou pas est-ce que ça peut rentrer voilà, dans les prises en charge du CNFPT ou pas? Et voire même pour les bénévoles, du coup, est-ce qu'il y a aussi, parce que voilà, on a aussi des bénévoles qui font des visites à domicile, et je sais que ça a été aussi posé dans le cadre de Mona Lisa. Est-ce qu'il y a aussi des tarifs un peu spécifiques justement pour des personnes qui seraient bénévoles et qui souhaiteraient aussi faire cette formation? Je vais répondre sur la partie que je connais.
Madame Cluzel, si vous êtes d'accord. Effectivement, donc le CNFPT le fait hein, et ils font des formations. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Nous, on a fait le choix sur la ville, effectivement, de le proposer d'un point de vue de politique de la ville d'Antony, de le proposer, y compris aux associations, y compris, vous avez vu, à des agents de la ville, et y compris à des agents extérieurs, en ne les faisant pas payer, on prend une prise en charge complète de la mairie d'Antony. Pour autant, les prix que vous avez donnés, ce sont les prix habituels, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un le fait individuellement, c'est 250 € pour 2 jours avec le manuel, et c'est effectivement aux alentours de 3 000 € pour 16 personnes. Je sais qu'il y a la possibilité de demander pour certaines personnes que ça soit pris en compte sur un certain nombre de comptes de formation. Ça, il faudrait voir avec PSSM France. Je sais qu'il y a des dispositifs, je ne les connais pas bien. Pour autant, ce qui est important, moi je trouvais, c'était qu'effectivement, alors il y a l'ARS aussi, hein, nous l'ARS Île-de-France, alors peut-être que dans le Nord c'est pareil, l'ARS Île-de-France propose aussi des places hein, de secouristes en santé mentale. Nous on a fait la démarche d'avoir un groupe de secouristes sur la ville qui est porté par le CLSM, donc du coup on a pris l'idée que effectivement c'est pris en charge et que les personnes voilà, restent en connaissance avec nous. Intervenir. Je trouve pas la main, excusez-moi, pour lever la main. Je suis Karine Madani. Vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, Voilà. Je suis Karine Madani. Je travaille, donc je coordonne le CLSM du Pays de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Et notamment, ce dispositif et mon poste est porté par le CIAS du Pays de Martigues. Et nous avons, au sujet des formations, saisi le fait que certaines associations, donc sur Marseille et les alentours, étaient mandatées ou en l'occurrence financées par l'ARS. Et nous avons demandé à ce que les formations puissent se passer sur notre territoire. Et nous y avons convié notamment les professionnels du secteur, mais aussi les associations et les bénévoles qui voulaient y participer. Donc on s'est saisi de ça et de ce fait, ça, c'est gratuit, entre guillemets. Bien sûr, c'est financé par l'ARS, mais les intervenants viennent et les personnes qui y participent n'ont rien à payer. Voilà. Je vois qu'il y a Monsieur Maxime Cluchet qui a levé la main. Je vous Oui, laisse mais la du coup, parole. voilà, c'est complémentaire, hein, donc moi, je suis sur le Pays Basque, hein, sur Saint-Jean-de-Luz, et le contrat local de santé mentale a aussi fait des formations ouvertes au grand public. Leur définition, c'est justement en dehors des professionnels, en considérant que pour les professionnels, il y a le CNFPT ou d'autres organismes, donc grand public. Donc, ça peut être les bénévoles associatifs. Et on a aussi une formation PSSM mise en place par notre CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, auprès des soignants, des professionnels qui ont pu comme ça bénéficier de cette formation-là aussi. D'accord, merci. Alors, je vois mais qu'il y sinon, a... elle est dans le catalogue du CNFPT aussi, ou c'est d'autres styles de formation sur l'accueil de personnes en souffrance physique, mais c'est peut-être pas forcément psychique, mais c'est la formation, elle est dans le catalogue du CNFPT, vraiment celle en secourisme. Alors, il y a beaucoup de formations aujourd'hui, hein, la santé Ouais. mentale, la grande cause santé mentale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens Mhm. qui surfent et qui font des choses très bien sûrement hein, sur la santé mentale. Nous, on a fait le choix de faire celle-là parce qu'elle est labellisée PSSM France et Mhm. labellisée par le ministère de la Santé avec vraiment un comité qui a vraiment réfléchi à ce qu'on donne comme information et qui fait attention à ce qu'on donne comme information. Mais oui, elle existe en tant que PSSM pour le CNFPT. Après, il peut y avoir d'autres formations sur l'accueil de personnes en Oui, difficulté, oui, mais je parlais de le celle-ci CNFPT, des choses spécifiquement, comme mais ça, mais celle-ci, elle y est. c'est pas la même. Mais elle est peut-être bien aussi, mais c'est pas tout à fait la même. Et même Merci. le CNFPT propose aussi tout un cycle de webinaires sur la santé mentale
pour sensibiliser justement les agents afin qu'après ils s'inscrivent sur la formation premier secours en santé mentale. Madame Turmel, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors moi j'avais une question pour Madame Binard du coup. Est-ce que vous avez eu des retours alors vous l'avez peut-être dit pendant votre présentation, j'ai eu des coupures de son, désolé. Des retours des personnes formées, mais sur en situation réelle en fait. Des personnes qui ont, suite à la formation, ont rencontré une situation voilà, qui permettait de mettre comment dire, de concrétiser en fait en situation réelle ce qu'ils ont acquis pendant leur formation. Est-ce que vous avez eu ces retours-là? Oui, j'en ai un peu parlé, mais pas vraiment. Là, j'en parlais sur la formation, mais oui. C'est-à-dire que ça a permis à un certain nombre de personnes de pouvoir accompagner une personne qui est concernée par un trouble psychique vers, vers le soin ou vers, en tout cas, vers l'idée de quelque chose. Ça prend beaucoup de temps, hein, il faut le savoir. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai l'impression que c'était important de créer un groupe de secouristes ressources parce qu'en fait, convaincre quelqu'un d'aller vers le soin, c'est pas une évidence. En plus, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et on n'arrive pas forcément avec aujourd'hui les difficultés qu'on peut avoir dans la problématique de la santé et de la psychiatrie. Donc oui, et il y a des personnes qui ont accompagné des personnes qui avaient des intentions suicidaires, on en a souvent. Oui, ça a aidé directement hein, des personnes au quotidien. Ça a aidé dans le cadre professionnel et personnel. Et ça a aidé aussi dans la collectivité, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, hein, c'était des personnes qui venaient de services différents. On n'a pas formé service par service, mais plutôt on a fait un mélange avec les associations, avec des élus, avec des gens de services différents. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte que même dans l'ambiance de travail, un secouriste rayonne autour de lui et permet d'avoir une autre façon d'aborder les choses. Et quand on parle approche, ça parle à beaucoup de gens, hein, y compris un certain nombre de cadres dans la fonction publique, de se dire quand j'ai besoin d'approcher un agent, te poser la question bien avant de quel est le lieu, quel est l'endroit, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, est-ce que je le fais en réunion ou pas en réunion, enfin des choses comme ça. Et donc, il y a des retours immédiats, y compris d'un point de vue professionnel du secouriste en lui-même. Mais oui, ça a sauvé déjà des vies, ouais. Le CLSM de Lille, alors Madame Sadki Saïda, vous avez levé la main. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais une question parce que c'est vrai que là, nous, Vous n'avez pas votre son. On vous entend pas. vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Merci. Au niveau du CLSM de Lille, on met aussi effectivement en place des formations PSSM, mais plutôt à destination des acteurs enfin en tout cas hors ville de Lille. Mais effectivement, on sait que de temps en temps, on a quand même enfin, des agents qui sont intéressés et qu'on intègre sur les formations. Moi, j'aimerais avoir peut-être votre retour d'expérience sur l'après. Vous nous avez parlé, Madame Binard, de 170 secouristes formés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont menées après la formation? Alors peut-être des temps de réunion ou éventuellement une possibilité qu'ils puissent être un peu ambassadeurs de la formation ou auprès de leurs collaborateurs ou quand on est face à des bénévoles ou autres. Est-ce qu'il y a des choses qui sont menées un peu plus dans ce sens-là? Parce que c'est vrai que pour parler un petit peu de notre exemple à nous, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui reviennent vers nous en nous disant, bah, c'est vrai que j'ai fait la formation il y a 2 ans, j'ai un peu oublié. Et il y avait une demande effectivement de pouvoir peut-être recréer un peu un collectif autour des secouristes formés. Alors, ça a été ma démarche dès le début, hein.
Moi, j'ai fait partie du premier groupe de secouristes et à la fin de la formation de secouriste, je me suis dit, ah, mais non, mais sauf qu'on on va pas pouvoir réussir à faire ça tout seul. Il faut qu'on garde un lien entre nous et donc dès le premier groupe de secouristes, on a créé un groupe ressources, ce que j'appelle un groupe ressources, et on s'est vu pendant 2 ans, parce que j'ai commencé en 2022, on s'est vu 3 fois par an sur la base d'1 heure et demie, pas plus, en détaillant ce groupe secouriste en trois phases, c'est-à-dire une première phase de formation-information entre nous, c'est-à-dire on choisissait un thème à l'avance, par exemple, c'est quoi un CMP? Et du coup, il y en a un de nous qui cherchait c'est quoi un CMP, on réfléchissait ensemble à qu'est-ce que c'est, comment on fait pour l'interpeller, etc. Parce que ça paraît évident pour tout le monde, mais c'est pas si simple. Et donc, c'est important de le savoir. Donc, on se formait, on s'auto-formait entre nous, si on peut dire. Et il y avait une phase sur l'aide entre nous sur une situation, pas refaire une cellule de veille, hein, mais plus une aide professionnelle entre nous sur est-ce que moi j'ai accompagné, est-ce que tu peux m'aider parce que moi j'ai accompagné sur un jeune, moi je sais pas trop quoi faire sur un jeune, etc., etc. Donc, une aide ensemble. Et puis, une troisième partie, la troisième demi-heure, c'était de dire on essaye de se refaire un cas concret comme on faisait en formation pour se remettre dans le bain de comment je fais, puisque dans la formation, on fait vraiment des cas concrets au quotidien. Donc moi, je l'ai commencé dès le début et je continue maintenant encore avec ce groupe de secouristes. PSSM avait pris contact avec moi parce qu'ils ne le font pas, puisque eux, c'est des secouristes des formateurs qui sont, mettons, dans une ville ou une autre, par exemple un formateur sur l'île, et tout le monde peut s'inscrire, y compris quelqu'un qui habite à Antony. Pourquoi pas? Enfin, ça paraît un peu étrange, mais du coup, il n'y a pas de service après-vente après, puisque après, le secouriste, il s'en va dans sa ville et puis il se débrouille avec ça. Et donc, moi, j'ai toujours eu l'idée de me dire qu'il fallait que ce soit porté par le CLSM et donc porté aussi par la psychiatrie et les partenaires psy de la ville, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a fait une rencontre là en début janvier entre les secouristes volontaires qui voulaient et la psychiatrie pour qu'ils comprennent aussi, hein, c'est des citoyens, c'est des gens qui ne savent pas où c'est l'hôpital psychiatrique, c'est quoi ce truc. Et on est rentré à l'hôpital psychiatrique, on a discuté avec les psychiatres sur notre façon de pratiquer, ce qui fait une reconnaissance des secouristes par la psychiatrie et une reconnaissance de la psychiatrie par les secouristes et créer ce truc de solidarité, de se dire on n'est pas tout seul, parce que c'est pas simple hein, d'accompagner quelqu'un. Il faut vraiment être tenace, hein. Des fois, ça marche pas. Les gens, ils nous disent non, ils nous disent non, ils nous disent non. Donc, il faut continuer à garder cette énergie. Donc, on a vraiment eu cette démarche dès le début. Alors, je sais que PSSM essaye de faire ça et probablement qu'ils vont arriver à créer des trucs. Nous, on a déjà mis en route ça sur la ville d'Antony, du fait que ça soit dès le début. Pour moi, c'est un outil, hein, PSSM. Il y en aura peut-être d'autres après, mais c'est un outil pour répondre à la question de je fais quoi face à quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Alors, il y a d'autres réponses, mais il y a notamment celle-là qu'on a mis en place pour avoir vraiment une base commune. Et vous disiez que les gens extérieurs de la ville. Moi, j'y ai réfléchi, on y a réfléchi ensemble, et il nous semblait que c'était important aussi qu'il y ait les collègues de la ville qui sont quand même très au contact des personnes qui sont concernées par un trouble psychique, au CCAS, mais aussi à la bibliothèque, au cinéma, à l'accueil de la mairie. Ces gens-là, ils vont partout, et donc il faut qu'ils soient aussi formés. Donc, c'était important aussi que les collègues de la ville soient formés en même temps que les collègues des associations, etc., quoi. J'espère avoir répondu, mais voilà. Oui, c'était clair et, et c'est intéressant aussi de voir que d'autres villes s'inquiètent aussi de l'après, un peu de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer après cette formation et ne pas laisser les personnes seules face à tout ça, quoi, parce que c'est pas toujours simple. Ça reste 2 jours de formation, mais quand on est face aux situations, effectivement, c'est pas forcément simple quand on n'a pas aussi le bagage derrière. Je peux prendre la parole? Oui, oui, allez-y. Allez-y. Bonjour, donc je suis Mme Martinez, CCS d'Amarie-Lélis. Là, on parle en ce qui concerne la formation des secouristes, mais est-ce que les secouristes ont un retour au niveau des personnes aidées? C'est-à-dire, y a-t-il un suivi après? Ont-ils des informations quant à leur démarche, etc.?
Alors, j'essaye de voir si j'ai bien compris la question. Est-ce qu'on a un retour des usagers des accueils sur la modification de notre façon de prendre en charge les gens, c'est ça? Exactement, savoir si vous avez un retour, un suivi, c'est effectivement votre accompagnement, votre orientation, effectivement au fil du temps, comme vous l'avez dit, à un moment donné dans leur chemin de vie, à apporter quelque chose. Est-ce que vous avez un retour à ce niveau-là? Alors, on n'a pas fait de questionnaire comme ça, pour être très honnête, pas encore, et je l'avais en tête. Par contre, moi, j'ai pas mal parce que du coup, je suis la coordinatrice du CLSM, donc je connais pas mal de gens qui sont concernés par un trouble psychique, qui me disent que, alors, c'est des réflexions comme ça, donc c'est pas comptabilisé en tant que tel, donc je peux pas vous dire j'ai tant de personnes qui sont OK ou pas OK, mais qui me disent que la façon dont on a pu répondre à leurs demandes, notamment en situation un peu de crise, était plus adapté que ça a pu l'être à d'autres moments. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous cherchez comme réponse, hein, mais moi, je pense que je peux vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est arrivé à l'accueil de la mairie il y a quelque temps et qui expliquait qui était en situation très, très complexe avec un trouble bien avéré et qui était connu et en fait, les agents de l'accueil, ils ont beaucoup de difficultés. En plus, c'est des gens qui prennent beaucoup d'espace et beaucoup de volume sonore et donc c'est compliqué à gérer dans les accueils. Et là, grâce à cette formation, en fait, les deux agents étaient formés et ils ont eu une attitude qui a permis de faire baisser la tension, en tout cas, de ne pas l'augmenter, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu et de permettre à cette personne de pouvoir parler de façon simple, d'avoir le temps de m'appeler et d'appeler d'autres secouristes. Et on a pu aider cette personne différemment. Et donc, après coup, quand elle était plus en crise, elle est revenue nous voir et nous a remerciés parce qu'effectivement, elle a eu l'impression qu'elle avait été prise en compte et pas forcément pris en compte, elle expliquait à d'autres endroits où elle avait été. Il y a Madame Nathalie Guérard qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez poser une question. Bonjour à tous, Nathalie Guérin, je suis chargée de mission handicap et santé mentale au CCS de Romainville dans le 93 et en charge de la préfiguration du CLSM sur la ville. Je voulais rebondir sur les formations CNFPT. Parce que nous, on a eu beaucoup de mal à la mettre en place. Il faut savoir que le CNFPT, en fait, est départemental, donc les formations ne sont pas identiques à tous les départements. Et en l'occurrence, en 93, la formation PSSM au CNFPT n'est pas prise en charge. Voilà. Donc, en fait, il y a effectivement la formation en visio dont a parlé une intervenante tout à l'heure, qui sensibilise effectivement, qui a un premier pas de sensibilisation à la santé mentale et qui invite après à faire la formation PSSM. À l'heure actuelle, sur le département, la formation PSSM est uniquement destinée aux pompiers en tant que formateurs. Et donc, il y a des difficultés de prise en charge de la formation qui est un peu palliée par l'ARS. Donc, nous, on a bénéficié, les agents de la municipalité ont bénéficié d'une prise en charge d'une session de formation PSSM. Et cette année, l'ARS nous permet de refaire une formation, mais uniquement à destination des acteurs de la CPTS, du CLS et du CLSM qui ne peuvent pas bénéficier de formation de prise en charge par CNFPT. Donc, autant vous dire que c'est un peu compliqué en termes de prise en charge de la formation sur le département. C'était juste pour rebondir sur les prises en charge possibles de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui sont dans ce cas-là ou est-ce qu'il y a des personnes du 93 qui ont trouvé d'autres solutions de prise en charge? Ok, merci. Non. Merci pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou des personnes qui ont posé peut-être leurs questions dans le chat qui veulent les poser maintenant. Non, il n'y avait pas d'autres questions.
On va peut-être pouvoir du coup passer à la seconde partie de ce webinaire. J'avais envie Euh, de conclure en disant que je pense que bien sûr que c'est compliqué de trouver les financements hein, et régulièrement il faut que alors j'ai pas eu trop de mal mais voilà il faut convaincre hein, que c'est important de continuer cette formation. Je suis vraiment convaincue que c'est un outil qui est très 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 utile et qui va nous servir hein, parce que qu'on le veuille ou non la santé mentale est une vraie problématique aujourd'hui. Enfin elle l'était déjà avant mais on l'a plus regardé aujourd'hui et je pense que de toute façon il faudra qu'on s'y mette un jour ou l'autre donc voilà c'est important de faire ces formations ou en tout cas de donner des outils aux personnes pour que la santé mentale soit prise en compte de façon plus adaptée, quoi. En tout cas, merci pour vos participations. je vois qu'il y a juste une dernière personne qui a levé la main. Oui, bonjour, Oui. Marilyn Coelho, donc je suis dans le Maine-et-Loire. Moi, j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a des organismes plus conseillés que d'autres? Parce que en fait, ici, il y a plusieurs organismes qui proposent la formation de secouristes en santé mentale et euh, voilà, le programme a l'air d'être le même, mais on se posait la question, du coup. Alors, le programme PSSM, quand c'est une formation premier secours en santé mentale, PSSM France, le programme est le même. D'accord. Les trois organismes qui sont à l'initiative de cette formation qui existe en France que depuis 2019, hein, c'est quand même très récent, c'est l'INFIP, Santé Mentale France et l'UNAFAM. Donc effectivement, ces trois proposent des formations sur 2 jours et généralement, c'est ce qu'avait dit la collègue, hein, 3 000 €, quelque chose comme ça. Après, si vous cherchez un formateur qui propose des formations agréées PSSM France, il faut aller sur le site de PSSM France et chaque personne, tout citoyen, toute personne peut s'inscrire à une formation d'un formateur. Il y en a tout le temps hein, sur le site de la PSSM. Voilà. D'accord, ok, très bien. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Alors du coup, on va juste pouvoir passer rapidement du coup à la deuxième partie de ce webinaire et je vais laisser en fait la parole à Madame Morgane Decré, donc qui est psychologue au sein de l'UDCCS d'Ille-et-Vilaine et donc qui organise des ateliers d'analyse de pratiques professionnelles pour justement permettre aux professionnels de se retrouver, d'échanger sur les situations complexes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc je vais laisser la parole à Madame Morgane Decré qui Alors, pourra vous en parler. Oui. alors, merci Madame Cluzel. Alors, juste préciser, je suis partenaire au sein de l'UDCCS 35. Madame Turmel, on avait échangé sur plusieurs problématiques de terrain et avait une connaissance aussi de mon investissement en tant que psychologue dans le champ de la santé mentale, puisque j'avais été interrogée sur la santé mentale des jeunes auprès de l'ARS, faisant partie d'une association de psychologues, notamment. Donc là, en fait, moi, aujourd'hui, c'est juste, on a échangé, Mme Cluzel, sur le regard, en tout cas, que je peux en avoir sur le besoin de formation ou de soutien, d'étayage des professionnels, notamment sur les problématiques de santé mentale. Donc, j'interviens depuis, en tant qu'animatrice de groupe d'analyse de la pratique auprès des professionnels des CCAS depuis octobre 2021. Ça concernait au départ les auxiliaires de vie sociale et les responsables de SAD. Et voici 2 années que j'accompagne les travailleurs sociaux, alors qui ont cette particularité soit de travailler seuls ou en équipe plus ou moins étoffée. Il peut y avoir juste un agent d'accueil ou plusieurs agents d'accueil et plusieurs travailleurs sociaux. Ce que j'ai pu observer, que ça soit dans n'importe auprès des différents professionnels, les situations de santé mentale, elles sont présentes dans tous les milieux, que ça soit citadins ou ruraux. Elles concernent des personnes seules ou en famille, à tous les âges de la vie. Les questions qui me sont souvent posées, c'est comment accueillir le
mince, je suis désolée, on vous entend pas très bien. Il y a un petit bug de réseau, je pense. Voilà, voilà. Alors, je vais faire au mieux, mais alors là, je peux pas. Enfin, vous m'entendez là ou pas? Maintenant, on vous entend, oui. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, il y a eu un petit Alors, je souci. pense Peut-être qu'il si vous... faut pas que je bouge, je pense, le téléphone. Je Oui, ou pense. peut-être si vous coupez votre caméra, des fois, ça peut permettre de... Je sais pas, des fois de garder un peu de réseau. Vous allez me dire si c'est mieux. Est-ce que le son est mieux comme ça? Euh, Peut-être. On Pour va l'instant, ça essayer va. comme ça. Oui, pour le moment, ça va. On va essayer comme ça, peut-être sans la caméra. Bon, de toute façon, c'est pas ma tête qui est le plus important. Donc, je vous disais que les questions, c'était comment accueillir le discours d'une personne qui arrive pour déposer une demande, notamment pour les agents des CCS, où vous parliez de rétablissement. En effet, un des facteurs qui va entraver le rétablissement, mais la santé mentale, elle concerne tout le monde. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, notre fonctionnement interne dysfonctionne parce que la question financière, la question du logement va arriver et on a perdu son travail et bref, tout ce qu'on a mis en place s'ébranle et comment j'accueille ce discours ou quelquefois d'autres ou passer la porte du CCAS, c'est quelquefois peut-être à travers la carte de bus ou autre chose, il va se passer on va parler d'autre chose, un événement de vie et comment l'accueillir. Alors il y avait aussi souvent les questions, comprendre le fonctionnement, discerner les pathologies, ajuster sa posture. Alors je vous dirais même à un endroit où on n'imagine pas forcément, dans les résidences autonomie. Il peut y avoir, en effet, c'est pas parce que vous êtes, voilà, il peut y avoir des personnes qui présentent des troubles psychiques et comment les accompagner, comment leur parler et comment aussi réguler les relations de groupe. Que faire face à une personne en détresse, accueillir une personne en errance, alors que ça soit en errance de logement, mais en errance, on voit bien que la structuration psychique est eux aussi en errance, donc ça peut être aussi comment on fait pour sécuriser, comment on fait pour aussi travailler le lien de confiance. Je vous ai mis, parce que ce que je vous ai pas dit, du coup, je travaille sur Rennes et on accueille en fait une problématique d'accueil de migrants avec des parcours de vie quelquefois de réfugiés. Il y a beaucoup de traumatismes, vous en avez parlé, des syndromes du survivant, de la décompensation. Donc voilà, avec aussi une réponse sociale qui peut être limitée, qui peut générer autant de frustration de la part de la personne accompagnée que le travailleur social. À domicile, concrètement, comme on parlait de ce partenariat nécessaire avec le secteur de la psychiatrie, ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de psychiatres, qu'il y a une désertion du coup des soins et il peut y avoir un cloisonnement. C'est-à-dire qu'une personne, une AVS qui va intervenir au domicile va avoir très peu d'éléments. Elle peut intervenir auprès d'une personne qui souffre d'un syndrome de Diogène ou de toute autre pathologie. Et encore une fois, comment on l'approche, comment on crée ce lien de confiance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est bon. Il y a un enjeu aussi au niveau des travailleurs sociaux, quand vous disiez qu'il faut, en effet, ils ont conscience que ça peut prendre du temps. Il y a aussi le temps qu'ils savent qui est nécessaire pour le bénéficiaire et le temps aussi institutionnel, en tout cas les injonctions qui peuvent être aussi dans l'élaboration du contrat RSA et qui n'est pas forcément le même. Donc il peut y avoir un peu de dissonance et de savoir comment on priorise, comment on fait pour accompagner au mieux. Alors, vous en avez parlé, je trouvais que c'était nécessaire aussi que tout le monde soit formé, sensibilisé. Et il apparaît dans de nombreuses situations que les signes
n'ont pas été identifiés, notamment dès l'accueil. En soi, c'est de se dire, je pense qu'il faut aussi valoriser ces postes-là, parce que c'est la première rencontre. Et si on n'a pas conscience, parce qu'on n'a pas les outils, des premiers signes en disant bah, c'est pas mon, ou un désengagement en se disant bah, c'est pas mon travail. Et encore une fois, c'est comment on accompagne tout professionnel et dans cette notion d'accompagnement qui commence dès l'accueil. Ça peut mettre aussi en difficulté l'intervenant social qui va réceptionner les émotions, les frustrations, et dans un espace qui ne va pas être forcément le plus adapté. Enfin, voilà, quand il y a beaucoup de promiscuité alors qu'il y a beaucoup de colère, c'est pas forcément le meilleur endroit. Pareil, pour réceptionner un appel ou c'est pour vraiment un travail de collaboration, il faut être disposé et disponible pour recevoir l'autre. Et même lors d'un appel, Madame Binard, vous expliquiez en effet que la question de la posture est nécessaire. Et sinon, c'est des situations de frustration qui se répètent et on fait que renforcer les troubles existants. Donc, c'est aussi l'environnement qui va générer des troubles. Donc, c'est aussi comment on retravaille cette question-là. Il y a eu beaucoup de situations qui ont été évoquées autour de la gestion de l'agressivité, donc au regard de ce que j'ai pu déjà vous évoquer. D'où l'importance aussi de travailler avec la direction sur des process. Et comme je disais, aussi la formation qui va aider à identifier la demande sans jugement. Parce que des fois, ce que dit la personne, c'est pas vraiment ce qui est le plus important pour elle. Si on n'a pas décodé l'émotion qui s'y rattache, c'est qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et tant qu'on n'a pas compris le message, en effet, la rencontre se fait pas comme ça serait souhaité. L'analyse de la pratique, elle a permis pour certains agents d'éviter une identification à l'histoire de l'autre, de prendre du recul, de comprendre que c'était pas ce qui était projeté, c'était pas contre lui, mais ça venait dire quelque chose, en tout cas, aussi d'un ras-le-bol, aussi de l'histoire de vie aussi de la personne. Donc voilà, c'était aussi comment on accompagne et comment on peut recevoir l'émotion sans se la prendre de plein fouet, ce qui n'est pas forcément évident. D'apporter des clés pour mieux réagir d'une manière générale. Alors, vous parliez d'idées suicidaires. Au final, moi, ce que je vous raconte, c'est il y a eu peu de situations, voire je crois que j'en ai eu aucune, qui a été évoquée comme cela. En fait, c'est des situations aussi. À domicile, qu'est-ce que je fais? Je vois que le comportement de la personne a changé. Je vois que la structuration de la pensée a changé. Comment je fais et qui j'avertis? Et quelquefois, les TH, notamment pour des personnes plus âgées, les TH familiales peut être aussi dans le déni, ce qui peut être compliqué. C'est comment on crée du lien, vous parliez de partenaires, c'est important de ne pas être seul. Donc, c'est aussi identifier les partenaires sur le territoire, les ressources. Voilà ce que je peux vous en dire. Le groupe actuel serait partant des travailleurs sociaux pour certains pour la 3e année consécutive. Voilà, donc ça veut dire que ça leur apporte aussi que ce qui est dit, c'est que ils se sentent plus apaisés dans leur travail. Donc voilà, et donc ils arrivent aussi à réfléchir sur leur posture. Et puis je vois que ça peut agir aussi sur une dynamique de groupe par la suite. Concernant les moyens concernant la gestion d'une situation d'agressivité, je vous avais évoqué, Madame Cluzel, que c'était aussi des situations qui étaient identifiées régulièrement lors des groupes d'analyse de la pratique. Et, il est important de prévenir son N+1, de déclarer en AT ce qu'on ne fait
ce qui peut faire, en fait, d'ailleurs, je vous ai transmis les documents nécessaires à cette réflexion. D'ailleurs, Solliciter. je ne sais pas après si vous souhaitez, mais est-ce que ça vous embête qu'on les diffuse justement après le groupe de travail sur certains documents? Enfin, c'est pas mes documents, donc c'est même à disposition, ça a été mis sur Internet. Donc, Ok, d'accord. au moment où les documents sur Internet et qu'on a libre accès, voilà, peut-être à la rigueur, mais encore même pas, je pense que le CCAS serait peut-être même flatté de savoir qu'ils sont utilisés, en tout cas, en tout cas, il y a des informations nationales. Puis en plus, il y avait des informations nationales, donc non, pas du tout. Faites-le avec plus D'accord. chacun, on parlait de d'outils, bah, voilà, chacun se construira sa malle d'outils par la suite. Solliciter, alors je vous disais, solliciter le CDG, c'est important parce qu'il y a un psychologue du travail qui peut intervenir pour une première approche, que ça soit en groupe pour un débriefing ou en individuel sur un certain nombre de séances. Solliciter l'assurance professionnelle, votre assurance professionnelle peut couvrir aussi le soutien de vos agents, qui peut être pris en charge sur un certain nombre de séances. Je suis un peu au fait puisque une des assurances qui travaille avec la fonction publique en général, je travaille aussi avec elle et voilà comment ça se passe. C'est un lien, ça doit être déclenché par la RH et en exposant la situation avec accord de l'agent. Ce dernier va avoir un échange aussi avec une psychologue de cette assurance professionnelle qui va identifier dans quel programme elle, elle peut, de quel programme elle peut dépendre. Aucun frais n'est demandé à la collectivité en plus. C'est l'adhésion qui va faire que ça va débloquer une somme d'argent pour le psychologue. En fait, l'agent qui vient à la rencontre d'un psychologue contresigne une feuille. Et on va dire, si il y a un suivi qui peut être financé jusqu'à 10 séances, on va dire qu'au bout de la 5e, on demande déjà la première, on demande si c'est OK. Si le praticien juge que la personne qu'elle reçoit peut bénéficier de ce suivi. Si tout le monde est d'accord, il y a donc une signature. Donc voilà, l'agent sait combien combien le psychologue va être payé par l'assurance. Donc ça met aussi dans une position active aussi chaque partie. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Après, il peut y avoir une démarche individuelle avec la CPAM, le réseau Mon Psy. Donc, il y a un certain nombre de psychologues qui adhèrent à ce dispositif. Alors, ils sont triés sur le volet, c'est-à-dire qu'en fonction des diplômes, etc., c'est pas, voilà, la commission accepte ou pas leur adhésion. Et après, ce qui se passe, c'est que il est demandé, alors là, de manière un peu plus complète, un compte rendu au psychologue de dire pour qu'il soit remboursé. Donc, il y a quand même les séances sont remboursées, mais il y a une facturation quand même qui est établie donc sur feuille, puisque on ne peut pas bénéficier du tiers payant comme un praticien de santé. Voilà, donc voilà ce que je peux vous en dire, en tout cas succinctement, des dispositifs et de ce qu'on peut mettre en place. Donc la santé mentale, la formation est une chose, et après, dans l'accompagnement, dans le ressenti, dans aussi l'analyse de la pratique peut aussi être un étayage aussi auprès de vos agents. Voilà, je terminerai ainsi. Madame Cluzel, vous m'entendez toujours? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Decré, pour ces explications. Alors, comme je disais, on vous publiera en fait des documents
pour justement répondre à cette problématique des fois d'agressivité que peuvent rencontrer les agents. Du coup, comment faire? Oups, j'ai une résonance sur du coup la procédure un petit peu à mettre en place à la suite du coup d'une agression qui peut être subie de la part d'un agent et comment est-ce qu'il peut se faire accompagner, comme le disait Madame Decré, par un psychologue justement via l'assurance et la CPAM. Madame Rémy, vous avez levé la main depuis tout à l'heure. Oui. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste revenir sur les résidences d'autonomie. Je travaille dans un CCS dans les Vosges. On gère 3 résidences d'autonomie pour seniors et effectivement, on est confronté à un nouveau public qu'on accueille qui est plutôt un public plus jeune avec des troubles et des addictions. Du coup, là, nos agents qui travaillent sur site, qui sont agents d'entretien, mais qui sont là au quotidien pour le bien-être des résidents, sont sur les attentes pour cette formation. On se rend compte on est amené à devoir comment prendre en charge des personnes de plus en plus agressives, avec des addictions et parfois les agents sur le terrain euh, on leur angoisse qui sont projetés par rapport à un manque de formation et ils n'ont pas toujours les bonnes réponses et ont peur de faire mal et voilà donc c'est une formation qui effectivement va permettre euh, d'avoir une approche, d'avoir des connaissances et même si on a, nous, dans les Vosges, la possibilité de travailler avec beaucoup de partenaires, le CMPPA. Alors, la problématique du CMPPA, c'est que ils sont débordés, comme on disait tout à l'heure, c'est que les psychiatres sont peu nombreux, les infirmières qui viennent à domicile aussi. Voilà, il y a beaucoup de pistes et c'est vraiment un bel outil que cette formation à l'accueil de notre CCS, l'agent l'a faite et effectivement, on a beaucoup de retours positifs. Voilà, merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières justement sur ces groupes d'analyse de pratiques professionnelles, mais peut-être, Madame Decré, peut-être si vous pouviez revenir un petit peu sur comment ces groupes d'analyse de pratiques professionnelles ont pu être mis en place du coup sur votre territoire. Ça pourrait peut-être donner des pistes à d'autres CCS pour pouvoir les implanter eux aussi sur leur territoire. Je vous inviterai, Bérangère Turmel est toujours là, et je pense que ça sera même plus facile qu'elle vous en parle, parce que sur toute la partie financement, c'est elle qui a l'initiative de la mise en œuvre. Donc, désolée Bérangère, je te file mais je pense que ça sera plus simple. Il y a des choses qui appartiennent vraiment au fonctionnement des CCAS. Donc, Bérangère, pour la Oui. première fois, c'était un appel à projet. Oui, alors en fait c'est merci Morgane du coup en fait c'est donc moi je suis la coordinatrice de l'Union départementale des CCAS d'Ille-et-Vilaine. Ce sont des choses qui m'ont été remontées directement du terrain en fait des collègues, la plupart en CCAS qui sont seuls, pas tout le monde mais la plupart, et qui ont un besoin d'échanger puisqu'il y a de plus en plus de travailleurs sociaux à être embauchés quand même au sein des CCAS. Il y a quand même un besoin d'échange entre pairs, quoi. Donc, plusieurs collègues ont fait remonter spontanément ce besoin d'échanger et donc moi j'ai lancé un appel à manifestation d'intérêt dans le réseau pour savoir s'il y avait de quoi faire un groupe déjà. Au moins un groupe. La première année où on a expérimenté, c'était 2020,
2022-2023. Et du coup, on a répondu à l'appel à projet de l'Union nationale des CCAS, qui est dédié aux UD. Sur la première fois en fait que l'UN lançait cet appel à projet, donc on a eu un financement, ça a permis de financer qu'il n'y ait rien à la charge en fait des CCAS pour cette action-là de groupe d'analyse de pratique. Il y avait 6 séances sur l'année de 3 heures par séance, donc grosso modo une séance tous les 2 mois, et on avait pu faire 2 groupes de 12 agents par groupe. Et donc, puisque ça a bien pris et qu'il y a un vrai besoin en fait d'échange, sur l'année donc 2024-2025, parce que c'est à cheval sur les 2 années, on a remis ces groupes en place, donc même système, appel à manifestation d'intérêt auprès du réseau qui veut s'inscrire, sauf que là, bon, il n'y avait plus d'argent, on avait tout mangé, donc on a dit au CCAS qu'il y aura un reste à charge, parce que bon, Morgane Decré est psychologue, elle n'est pas bénévole, c'est son métier, donc nous, on a un contrat, elle est vacataire pour nous, sur cette mission-là, et donc le coût, c'est pas délirant, hein, c'est 90 € pour les 6 séances par agent inscrit, pas présent aux séances, inscrit aux séances, donc parce qu'il y a des agents qui sont venus 1 ou 2 fois sur les 6 séances, mais du coup le coût reste le même, parce que Morgane Decré, la psychologue qui anime les séances, elle est là et on la paye, donc on ne pouvait pas se permettre de faire des calculs à la présence des agents. Donc voilà comment ça s'est passé. Là, on arrive donc à la fin de cette session, de cette 2e session de groupe d'analyse de pratique au niveau du réseau. Donc on a toujours les 2 groupes de 12 agents et on essaye évidemment, ce sont des actions qui sont évaluées et on ajuste au fur et à mesure des années. Donc on est passé de 3 heures à 2h30 parce que c'était un peu trop long 3 heures. Et là, on va sûrement pour l'année, fin d'année, donc entre septembre et juin, septembre 2025 et juin 2026, on va sûrement refaire un appel à manifestation d'intérêt auprès des CCAS du réseau pour savoir si certains veulent continuer, certains veulent faire pour la première fois, voilà. Sur l'organisation. Je ne sais pas si je réponds à la question, Félie. Ici, c'est très bien. C'était justement pour que le groupe, enfin les participants puissent un petit peu voir comment ça avait pu se monter et puis peut-être pour leur donner des pistes un peu pour en monter aussi sur leur territoire. Je vois qu'il y a Monsieur Maxime Cluchier qui a levé la main. Oui, juste dans le même esprit, hein, pour partager sur un exemple qu'on a mis en place, nous, sur Saint-Jean-de-Luz, donc pas avec l'union départementale cette fois, directement entre CCAS, donc on le coordonne, nous, CCAS de Saint-Jean-de-Luz, on a sollicité les CCAS voisins, donc on est 5 CCAS réunis pour ces groupes d'analyse de pratique, mais on a aussi inclus des structures privées, l'assistante sociale de la polyclinique, qui est sur notre territoire, une structure de suite de soins, et une association qui a une assistante sociale pour accompagner les personnes victimes de violences intrafamiliales. Donc, ça nous permet d'avoir un groupe un peu plus étendu. C'est uniquement des assistants sociaux ou CESF et on le finance nous directement. Par contre, simplement, on mutualise. Donc, très concrètement, nous, on prend une délibération au CCAS de Saint-Jean-de-Luz pour coordonner ce projet. On paye l'intégralité du coût de l'intervenante et ensuite on refacture au prorata, donc 1/7. Donc on est sur un coût d'à peu près 200 € par an par structure. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pu avoir des retours, Monsieur Cluchier, des agents justement qui ont participé à ces groupes d'analyse de pratique? Oui, alors ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Au départ, c'était uniquement Saint-Jean-de-Luz et avec les structures privées dont j'ai parlé là. Et depuis 3 ans ou 4 ans, on l'a ouvert aux autres CCAS. Et là, on est en train justement de renouveler pour 3 ans. Par simplicité, j'ai fait une convention de 3 ans pour pas tous les ans remettre tout en marche. Et tous repartent. Alors, il n'y a qu'une structure qui a choisi de faire de son côté les analyses de ses pratiques avec, voilà, avec leur équipe. Sinon, tout le monde repart.
il y a deux intérêts, hein. L'intérêt de l'analyse des pratiques en elle-même, l'analyse des pratiques professionnelles, donc avec l'intervenant, les retours, tout ce qu'on connaît. Mais il y a aussi l'intérêt de se voir entre structures, parce qu'on a beau être proche, on se contacte pas à chaque fois pour dire comment tu abordes telle situation, ça serait ingérable. Donc là, ils savent que tous les 2 mois, ils ont cette récurrence et qui permet à la fois de faire des situations individuelles, donc il y a les règles de confidentialité évidemment liées à nos métiers, mais aussi, alors moi je n'y participe pas, hein, aucun directeur ou directrice n'y participe, c'est uniquement les assistants sociaux, donc ils peuvent aussi parler des questions de fonctionnement, de ce qui leur importe. Moi je ne fais qu'un bilan avec l'intervenante sans rentrer dans le détail, c'est bien voulu, hein, de ce qui s'est dit, hein. Là c'est confidentiel, c'est juste sur des questions d'organisation, de retour de sa part, de dynamique de groupe, voir si tout le monde s'y retrouve, mais certainement pas pour connaître les situations, ça leur appartient. Merci. Madame Angélique, vous avez levé la main. Incognito, j'ai pas donné mon nom. Donc Angélique Genet-Chaud, du CCAS de Les Exotes et Chalors. Donc moi, je parle plus pour un CCAS rural, hein, 2300 habitants au dernier recensement. Donc je fais partie d'un collectif dans l'agglomération où nous sommes. On fait pareil que donc Monsieur Cluchet, je crois. On a un collectif avec un coordinateur où on fait un échange de pratiques multi-CCAS. Mais en fait, on s'est rendu compte, comme nous, on a vraiment un milieu rural, on a plein de petites communes où les CCAS, c'est parfois des élus seulement qui représentent ce service. Il y a un accueil de niveau 1 qui n'est pas du tout en place. On n'a pas du tout comment dire, les formations ne sont pas possibles pour eux puisqu'ils ne sont pas agents, pas CNFPT, ou alors c'est des réunions comme ça d'animation où ils viennent, où ils essaient d'avoir des informations. Donc on essaie d'être un peu formateur, en fait, finalement, sans le vouloir, mais en proposant des liens, des premiers conseils par item, alors santé qui appelait, sert pas, qu'elle sert pas, donner des EVS, des tips, mais en fait, on s'est rendu compte, je vous donne un exemple avec ma collègue, là, le FSL, donc nous, c'est le Fonds de solidarité logement. On a beaucoup de gens qui sont dans une précarité et avec des troubles mentaux divers, on va dire, hein. Et le FSL nous a pas dit qu'ils avaient changé leur RI, leur règlement intérieur, et donc c'est par inadvertance en allant imprimer ma demande d'énergie que je me suis rendu compte qu'ils avaient changé toute leur politique et leur mode de calcul. Donc il y a un problème de formation pour les petits CCAS qui n'ont pas effectivement d'agents, qui n'ont pas le CNFPT, pas les connaissances. Et il y a un problème en fait sur le réseau, par exemple nous la santé mentale, on a fait des réunions, hein. Et bien, quand on a des organismes, eh bien, ils sont complets. Il n'y a plus personne. On essaie d'aider la personne, donc d'être gentil, d'améliorer notre accueil. J'ai fait des formations pour l'accueil inconditionnel, savoir comment se positionner au niveau du corps, au niveau du phrasé, essayer de s'adapter à la personne, être à l'écoute. C'était très intéressant, certes, mais après, s'il y a besoin d'un suivi qui nous demande un étayage, tout est complet. Donc, on a aussi un problème, en fait, sur la mise en place. Donc, les formations nous intéressent, mais une fois que la formation est là, il faut déjà que l'élu soit aussi indiqué, ce qui n'est pas le cas, parce que souvent c'est l'agent. Et en troisième problématique, comment on fait pour étayer la personne qui a un problème quand on a besoin d'un spécialiste? On n'a plus de psychologue, vraiment c'est une catastrophe. Les psychiatres, pour les avoir, c'est aussi compliqué. Et on est obligé on a notre hôpital Charles Perrin qui nous a fait question psy avec un numéro gratuit pour appeler des psys, ça fait très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut conseiller. C'est très compliqué la mise en place. Donc les formations sont intéressantes, mais suivant les secteurs, rien n'est réalisable en fait. C'est très très compliqué. Donc je voudrais mettre ça quand même un peu en avant. Les ruraux, c'est pas la même chose en fait. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les formations. Il n'y a pas de possibilité de mise en place et il n'y a pas de professionnels. C'est très compliqué. On a beaucoup de partenariats, parce qu'on est obligé d'être partenaire pour économiser. Et finalement, tout le monde a avoir une mutualisation des aides. On est tous, le département catastrophique, on est tous en catastrophe. C'est vraiment une urgence sociale dans notre secteur. Donc c'est très bien, mais effectivement, la mise en place, c'est pas très positif, mais merci à tous. Nous aussi, on a, pardon, je me permets, mais nous aussi, on a un problème d'offre, hein, chez nous.
en Ille-et-Vilaine, alors on est mieux doté que d'autres régions, c'est sûr, mais il y a quand même, les CMP sont pleins, il manque des psychiatres, c'est très très compliqué également sur l'offre, mais là on n'a pas la main. Et souvent, le problème, c'est que le CCAS, c'est à la fois le premier et le dernier rempart, en fait. Donc, c'est très compliqué. Euh, Nous aussi, sur l'Ille-et-Vilaine, on a plus de la moitié de nos communes qui sont à moins de 1500 habitants. Donc, il y a Rennes, mais en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas que Rennes. Il y a aussi tout le territoire rural qui est conséquent et on a exactement les mêmes problématiques hein, du coup. Alors après, je ne sais pas si ça existe dans toutes les régions. En Bretagne, il y a l'ARIC qui est un peu l'organisme de formation des élus. Après, faut-il encore que les élus acceptent d'aller en formation? Voilà. Oui, il y a ça aussi. Oui, non, mais c'est sûr que c'est compliqué de mettre ce type de dispositif en place. Après, bah justement, c'est bien de voir un petit peu les solutions autres qu'il y a quand, justement, sur les territoires assez mal desservis en CMP ou en professionnels de santé, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, on va dire, alternatives pour accompagner les professionnels. Mais Madame Binard, vous avez levé la main. Oui, merci. J'avais deux idées. D'abord, je ne sais pas si c'est des territoires où il y a des CLSM, mais c'est quand même une piste pour faire évoluer aussi le secteur psychiatrique. C'est-à-dire que bah, moi, ça fait 7 ans hein, que je suis la coordinatrice du CLSM de la ville d'Antony. Je me rends bien compte qu'il y a eu des évolutions, c'est-à-dire qu'au départ, quand je demandais des choses, on me regardait en me disant pas non, parce que bah, on est la mairie et tout ça, donc évidemment, on fait attention, mais on ne faisait pas avancer les choses et le CLSM a permis quand même de faire avancer. Et donc, la situation de tout à l'heure, là, en mairie, moi, je l'ai su tout de suite et j'ai pu demander tout de suite au secteur psychiatrique de s'en préoccuper et ça a marché. Donc le fait que les CLSM existent, ça peut être une piste, en tout cas pour l'offre de soins. Ça répond juste à l'offre de soins, hein, pas à la formation. Et l'autre chose, c'est, je ne sais pas si c'est des choses qui existent dans d'autres coins de la France, mais notre PTSM, projet territorial en santé mentale, a mis en place l'idée d'un SAS psy. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est l'idée que quand on est confronté, nous, à une problématique de psychiatrie ou qu'on accompagne quelqu'un qui est dans cette problématique concernée par un trouble psychique, en fait, en appelant le 15 et en demandant à être mis en lien avec le SAS Psy, en fait, on se retrouve dans un endroit où on prend en compte la santé psychique, parce qu'on se rend bien compte que c'est une difficulté d'avoir des rendez-vous chez les psychologues et psychiatres. Et du coup, en fait, ce SAS-psy fait le lien entre la maladie psychique et le fait de prendre un rendez-vous chez un médecin libéral par la CPTS ou de prendre un rendez-vous chez un psychiatre en libéral ou le CMP. Donc, je ne sais pas si c'est une piste qui peut être développée ailleurs. Nous, ce n'est pas encore tout à fait en route, mais c'est en réflexion. Ça devrait être mis en place en fin d'année. Je pense que c'est peut-être des lieux qui pourraient répondre un peu à cette difficulté de l'offre de soins psychique. Oui, oui, vous avez tout à fait raison sur l'importance justement du CLSM. Bah, moi, j'avais pu tenir un groupe de travail qui abordait justement bah, ce qu'était un conseil local de santé mentale. Et dans les guides que je vais vous envoyer, qui ont été rédigés du coup par l'UNCAS, on aborde bah, l'importance du CLSM. On explique un petit peu ses missions et si vous n'en avez pas forcément sur votre territoire, le CCS peut aussi des fois être à l'initiative de la création d'un CLSM. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, des personnes qui voulaient peut-être témoigner, qui avaient mis en place, qui ont pu mettre en place sur leur territoire des groupes d'analyse de pratiques professionnelles. Moi, j'avais juste avant une question, enfin une précision. Madame Binard, c'est bien le 92, du coup, PTSM du 92. Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Excuse-moi au fait. Non, non, pas de problème. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions de personnes qui voulaient témoigner, voilà, qui ont pu mettre en place sur leur territoire des groupes d'analyse de pratiques professionnelles.
Pas forcément d'autres questions. Oui, Madame Angélique. Toujours incognito. Je n'ai pas votre nom. Je viens de me marier, j'ai encore du mal, c'est pour ça. Du coup, oui, nous, on a un groupe, mais c'est le département, en fait. Je ne sais pas si les autres départements ont fait ça. On est en train de faire une charte d'engagement et une convention territoriale sur 2 items. Donc, l'accueil inconditionnel de niveau 1 et les aînés, le côté prévention. On va avoir un plan d'action par la suite. Le but de ces 2 items, c'est d'un, étayer l'accueil dans les collectivités. Et on a parlé du plan de formation des agents d'accueil, que ce soit en CCAS ou en mairie. On a parlé aussi du public dit compliqué, va-t-on dire. Donc, on est en discussion. C'est des équipes pluridisciplinaires, donc c'est très, très intéressant d'avoir cette dimension-là. Et on va essayer effectivement, par ce biais, d'améliorer certaines choses. Et pour tout ce qui est aîné, on est beaucoup sur la prévention avec, alors je ne sais pas si tous les départements ont le CLIC et le DAC. On est aussi sur cette axe. Donc, si vous voulez, c'est un peu en corrélation. On se rejoint un peu dans ces idées, parce que c'est tout public, quelque part. Donc, voilà, deuxième collectif, entre guillemets. Merci pour ce témoignage. De toute façon, je vous enverrai après tous les documents nécessaires et puis les documents que Madame Morgane Decré m'a envoyés, parce que je pense que c'est des ressources toujours très utiles voilà, sur comment la procédure à appliquer quand on a un agent qui fait face à une situation d'agressivité quelconque, comment agir et puis aussi comment l'accompagner, parce que ça c'est très important. Il y a comment accompagner l'usager, mais aussi comment accompagner l'agent qui peut subir du coup une agression verbale, quoi. Comment le soutenir psychologiquement, ça je trouve que c'est très important et je trouvais que votre intervention, Madame Morgane Decré, était très pertinente sur ce sujet-là. Donc je vous enverrai toutes les ressources nécessaires. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, visiblement non. Je pense qu'on est bon. Donc, je vous enverrai tout ça et je vous transmettrai aussi, comme je vous disais en début de webinaire, les guides que nous, on a pu rédiger à l'UNCAS, qui sont, je pense, que des ressources importantes pour les CCAS, pour mener sur votre territoire et développer sur votre territoire une politique en faveur de la santé mentale. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.